La théorie quantique a été construite donc en 1925-1926 essentiellement. Tout a été fait, presque tout a été fait à ce moment-là. Et c'était à la suite d'une période où la physique classique s'effondrait peu à peu. C'est-à-dire qu'on avait une série d'expériences qu'on était capable de faire et qui étaient absolument inexplicables. Non seulement on ne comprenait pas, mais en plus la théorie classique vous disait qu'on devait observer le contraire de ce qu'on observait. Alors, il y a eu le modèle de Bohr en 1913 qui a été une espèce d'étape importante, mais dont on s'est rendu compte extrêmement vite que ça ne pouvait pas être la théorie définitive, la théorie qui allait marcher. Pourquoi ? Parce que c'était une théorie qui, en un sens, était, entre guillemets, bâtarde. Elle était géniale, hein. Bohr était un génie absolu, mais pour vous montrer un petit peu les difficultés, pas les difficultés, mais comment ce que Bohr a proposé a choqué certains esprits. Max von Laue, qui était quand même le père de la diffraction X, enfin pas de la diffraction X, de l'analyse des spectres X, donc Max von Laue a dit du travail de Bohr, tout ceci est un non-sens absolu, parce que les équations de Maxwell sont vraies en toutes circonstances. Donc vous voyez, un très grand physicien s'en prenant à un autre très grand physicien pour dire c'est absurde. Bon. Donc il y a eu Bohr en 1913, ça c'était une étape importante. Mais surtout les deux moments décisifs, ça a été 1925-1926. Et alors il y a eu deux approches donc presque contemporaines. Hein. Il y a eu d'abord Heisenberg, 24 ans, moi je dis toujours c'est fabuleux ce qu'il a fait. Et il a fabriqué ce qu'on appelle la mécanique des matrices. C'est une démarche absolument prodigieuse, qui malheureusement a été mal perçue à l'époque, parce qu'elle utilisait un langage mathématique, précisément, les matrices, que presque tous les physiciens, à une exception près, Max Born, que tous les physiciens ignoraient complètement. Bon, heureusement, 6 mois après, il y a eu Schrödinger, qui lui a utilisé le langage des ondes, qui était beaucoup plus familier aux physiciens. Comme à la fois Heisenberg et Schrödinger retrouvaient des résultats qui étaient conformes à l'expérience, si vous voulez, on a senti que c'était la théorie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deux approches de Schrödinger et de Heisenberg, on ne démontre pas l'équation de Schrödinger. On ne démontre pas la relation de commutation fondamentale de la mécanique des matrices. C'est un cheminement, si vous voulez, par analogie, comme dit Heisenberg quand il en parle, en racontant, en parlant de ses souvenirs, il dit, il y a un moment, il compare l'avancée de la science à la découverte de nouveaux territoires, au sens géographique du terme. Et il dit, il y a un moment où il faut sauter dans le vide. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Heisenberg travaillait sous la direction de Max Born. Born a reçu le papier fondateur de Heisenberg avant publication, et il en a parlé à un de ses amis pour dire, le travail de Heisenberg est très mystique, mais il est sûrement exact. Alors vous voyez, le mot mystique employé par un rationaliste absolu comme était Max Born, c'est quelque chose de stupéfiant. Il y a une chose qu'on ne dit pas souvent assez, à mon avis, c'est que 80 ans auparavant, Hamilton, vers 1850, avait pressenti un tas de choses. Et moi, j'ai l'habitude de dire que si Hamilton, vers 1850, avait disposé du E égale h nu de Planck, qui a été posé en 1900, donc en gros 50 ans après, je suis convaincu que Hamilton aurait inventé la théorie quantique. Donc les grandes étapes, si vous voulez, c'est Hamilton qui a posé quelques jalons, mais qui n'a pas pu aller plus loin, parce que rien à l'époque ne justifiait qu'on remette en cause la physique classique, qui était triomphante. Puis il y a eu E égale h nu en 1900, de Planck, une série de tentatives pour essayer, tout en récupérant la relation de Planck, de comprendre mieux les expériences cruciales, mais le grand pas, la grande étape décisive, c'est 1925-1926. Ah ben, vous avez typiquement le rayonnement thermique, le rayonnement du corps noir, qui est vraiment le travail de Max Planck en 1900. Il y a eu l'effet photoélectrique. Alors, en 1905, on parle toujours de l'année 1905, l'année miraculeuse d'Einstein. Il y a eu l'effet photoélectrique, on ne comprenait rien de l'effet photoélectrique, et c'est là où Einstein est allé reprendre l'idée de Newton. Newton avait dit la lumière, c'est des grains, c'est des petits grains, c'est des corpuscules. Bon, puis on avait complètement effacé cette idée parce qu'il y avait les phénomènes d'interférence et de diffraction qu'on explique très bien en termes d'ondes. Bon, Einstein va rechercher l'idée de Newton que la lumière, c'est des petits grains, et comme ça, il est capable, en une équation absolument simplissime, d'expliquer l'effet photoélectrique. Il y a eu ça, il y a eu l'effet Compton, quelque chose qu'on ne comprenait absolument pas, qui a validé à nouveau la notion de quantum, de lumière, le grain de lumière, ce qu'on appelle le photon depuis 1926 environ.
Et puis il y a eu également une autre expérience, qui est l'une des peut-être la plus cruciale de toutes, qui est l'expérience de Stern-Gerlach, qui est donc la déviation d'un jet atomique par un aimant où il y a un champ magnétique inhomogène. Ça a révélé deux choses absolument prodigieuses. D'une part, la quantification du moment cinétique, mais ça c'est presque un sous-produit. La chose absolument cruciale qu'a révélé l'expérience de Stern-Gerlach, c'est l'existence du spin. Et donc tout ça, ça a permis de mettre des idées en place petit à petit, et puis ça a autorisé la poussée, la percée fulgurante de Heisenberg, Schrödinger, 2 ans après Dirac. Et puis, bon, si vous voulez, ça a été une période, je pense que la décennie 1920-1930 a été la période la plus bouillonnante et la plus féconde de toute l'histoire de la physique, au moins jusqu'à présent.